Et, à 3 jours de la décision américaine, tout sur le Concorde. Amsterdam, plaque tournante de la drogue, et maintenant l'Asian Connection. Spécial municipal, Lyon, entre la continuité et le changement. Mario Suarez à l'Elysée, le Portugal frappe à la porte des neufs. 1 milliard de pétrodollars saoudiens pour l'Afrique, au Caire, premier sommet arabo-africain. Bucarest, sans doute 4000 morts et 80 000 blessés. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Un suspense étrange et dramatique est en train de se vivre pratiquement sous nos yeux. Dans 3 jours, 12 experts qui garantissent le statut de l'aéroport de New York vont se prononcer sur le sort et aussi l'avenir de Concorde. Personne ne prend à la légère la colère qui monte des profondeurs de la France et de la Grande-Bretagne pour convaincre, s'il est encore temps, les Américains de répondre oui à Concorde, quelle que soit d'ailleurs la nature et l'ampleur de leur oui. Oui peut-être, oui mais, oui si, oui bientôt, oui plus tard, que ce soit un oui et surtout pas un non. Et pourtant, c'est le non qui a l'air de progresser ce soir. Je sais bien que les Américains répondent déjà, l'Amérique n'est pas la France, certes. Le président des États-Unis n'a pas tous les pouvoirs, certes. L'aéroport de New York est indépendant, même si New York est en ce moment en faillite, certes. Les écologistes sont influents et puissants, certes, personne ne le nie. Mais quand les Français et les Anglais, ensemble, même et surtout ceux qui ne l'utiliseront jamais, l'avion supersonique, s'étonnent des protestes, il est difficile de les convaincre de la bonne volonté des dirigeants américains. Une vague de fonds populaires a du mal à comprendre que la morale et le big business, la morale et le commerce divorcent aussi publiquement. Les passions s'expriment avant la décision de New York d'autoriser ou non l'atterrissage de Concorde. Des voix se font entendre, celles des dirigeants français, du président de la République, de tous les partis, de la majorité ou de l'opposition. M. Mitterrand est par exemple choqué et il y voit l'influence des multinationales. Le numéro 1 Callaghan ira en Concorde demain à Washington dire au président Carter pour quelle raison le peuple britannique, comme le peuple français, considère qu'un non à Concorde est une décision grave. Tout cela n'influencera peut-être pas le verdict des autorités portuaires de New York, mais elles ont en main, elles aussi, toutes les pièces du dossier Concorde. Au début des années 60, l'aviation française vit des moments heureux. Ses caravelles se vendent dans le monde entier et sont considérées comme l'un des meilleurs avions jamais construits. Alors les ingénieurs rêvent d'un successeur encore plus brillant. Les Français proposent une super caravelle, moyen courrier supersonique, mais devant l'énormité des coûts, ils s'associent le 29 novembre 62 aux Anglais, qui eux veulent surtout venger l'échec de leur comète. Après bien des péripéties où l'entente franco-britannique est souvent malmenée, Concorde décolle enfin en 69. Déjà à l'époque, la somme dépensée avoisine les 7 milliards de francs et une clause prévoit le retrait d'un des partenaires si les coûts dépassent 8,3 milliards. À cette époque, le général de Gaulle, farouche défenseur de Concorde, s'en va et des oppositions se manifestent partout. Concorde est trop cher, disent ses détracteurs. Les Américains, un moment surpris par la réussite franco-britannique, se lancent à fond dans l'aventure supersonique. Ils visent beaucoup plus loin, 3000 km à l'heure, 300 passagers, mais abandonnent en 71, vaincus par les écologistes et surtout par les coûts d'un tel avion. Concorde, lui, commence à prospecter les futurs clients. Au début, paradoxe suprême, ce sont les Américains qui se bousculent au portillon. Panam en veut 8, TWA 6, American 6 également. En tout, 37 options sont signées avant qu'Air France et British Airways ne daignent s'intéresser au Concorde. Les gouvernements français et anglais imposent l'avion aux deux compagnies qui n'en veulent pas. Les oppositions viennent cette fois de l'intérieur. C'est l'époque où on craint le plus pour l'avenir du Concorde. Tour à tour, français et anglais parlent d'abandonner le projet. Les dépenses ont atteint maintenant 12 milliards pour les études et chaque exemplaire coûte 400 millions de francs. Tout change pourtant au début de 76, les compagnies mettent en route l'exploitation commerciale. Rio, Dakar, Bahreïn, Caracas, puis Washington sont desservis par le Concorde à partir de Paris et de Londres. Mais pour que l'avion soit rentable, il manque la grande destination, New York. Les autorités de cette ville refusent obstinément de laisser atterrir Concorde, du coup la chaîne de montage s'arrête. 16 exemplaires sont construits, on n'ira pas plus loin. Personne ne veut acheter des Concorde parce que son exploitation sur New York n'est pas possible. À Toulouse, à Bristol, c'est la crise, le chômage. En période économique difficile, ce sont deux mots qu'il faut absolument combattre. Alors tous les partis politiques ou presque tous les défenseurs de l'indépendance s'unissent pour défendre Concorde à n'importe quel prix, n'importe où, même à l'ambassade américaine, représentant celui que l'on rend responsable de l'échec, l'exécutif américain.
Peu avant 10 heures, le maire de Toulouse, M. Baudis, accompagné de M. Lucien Neuwirth et du maire de Montrouge, Pierre Ginoux, arrivent à l'ambassade des États-Unis située près de la place de la Concorde. Ils sont reçus pendant un peu moins d'une heure par l'ambassadeur américain, M. Kenneth Rush, qui les salue sur le perron de l'ambassade après une entrevue qualifiée de très cordiale, très compréhensive par M. Neuwirth dans une déclaration faite à la sortie. Et puis, quelques minutes plus tard, une délégation de 6 personnes, membres du Parti communiste français, conduite par Robert Ballanger, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, et par René Piquet, du bureau politique du Parti communiste, entre à l'ambassade. Et vers midi, l'ambassadeur des États-Unis lui-même, souriant, raccompagnait jusqu'à la grille d'entrée ses visiteurs. Avec nous, M. René Piquet, je le remercie, en direct de Toulouse, M. Cavaillé, secrétaire d'État au transport. C'est une démarche exceptionnelle de la part des communistes auprès de M. Kenneth Rush, qui a dû probablement vous dire, M. Piquet, ce qu'il ne cesse de répéter, la décision dépend des autorités locales de New York. Est-ce que ça vous satisfait? Oui, ça ne nous satisfait pas. Monsieur l'ambassadeur, très courtoisement, nous a reçus et expliqué les arguments du gouvernement américain, mais il est vrai que cela ne peut pas nous satisfaire. Nous ne pensons pas qu'il ne dépend que des autorités de l'aéroport ou du gouverneur de l'État que Concorde atterrisse ou non. Monsieur Cavaillé, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a encore une chance que les Américains de New York répondent oui à Concorde? Je crois effectivement qu'il y a une chance pour que les Américains répondent oui. Et pour ma part, je suis confiant, comme peut être légitimement confiant, celui qui a un bon dossier. Car, on ne le dira jamais assez, le dossier du Concorde est bon. Dès lors, suffit-il d'avoir un bon dossier pour l'emporter? Toute la question est là. Est-ce qu'on peut encore modifier Concorde pour qu'il soit encore moins bruyant, plus spacieux, moins coûteux? On peut bien sûr tout envisager dans l'avenir, mais dans l'immédiat, le problème est là. Nous avons depuis plusieurs années bâti et étayé le dossier Concorde face aux demandes que l'on nous faisait sur les répercussions de son exploitation en Amérique. Ceci nous a permis d'emporter la décision à Washington et désormais c'est le problème de New York qui est devant nous. Mais le problème n'est plus maintenant un problème technique, il est devenu un problème politique, un problème de gouvernement. Alors précisément, M. Cavaillé, beaucoup disent que la neutralité du président Carter n'est un prétexte. Pour vous aussi? Il m'est difficile de me prononcer sur cette question. Ce que je puis dire, c'est que du côté français et du côté du gouvernement et du côté du président de la République en particulier, tout le nécessaire a été fait, comme je l'indiquais ce matin, auprès des plus hautes instances américaines pour bien leur faire mesurer toute l'importance que l'on attache en France à la décision qui va être prise et que nous attendons, décision relative à l'application de la mesure du gouvernement des États-Unis qui permet une période d'expérimentation de 16 mois pour l'atterrissage du Concorde à New York. Ainsi, les autorités américaines, à la veille de leur décision, sont-elles complètement éclairées sur les effets et sur les conséquences de leur attitude? Monsieur Cavaillé, dans le monde tel qu'il est, beaucoup de Français se demandent si les Européens sont condamnés à plier ou à se fâcher, et si nous avons les moyens de nous fâcher. Nous ne voulons pas plier et nous ne voulons pas nous fâcher. Nous voulons simplement que le Concorde, qui est le fruit d'un long effort de la Grande-Bretagne et de la France, ait le droit, comme n'importe quel avion, de faire la preuve qu'il est et qu'il mérite son succès technique et son succès commercial. Nous entendons souvent dire à Paris et en province, à l'intention des Américains, attention, sinon. Sinon quoi, M. Cavaillé? Quelle mesure de rétorsion peut-on imaginer s'il y en a? Vous savez, il est un temps pour chaque chose. Comme je vous le disais, jusqu'à présent et depuis plusieurs années, nous nous sommes employés à étayer le dossier Concorde. Et ceci s'est terminé pratiquement ces jours-ci avec les 2 interventions téléphoniques du président de la République auprès du président Carter, auquel d'ailleurs il a répondu par une longue lettre de 3 pages qu'a reçue le président de la République. Et puis, nous attendons la décision. Nous l'attendons avec une certaine sérénité tout de même, parce que, comme je vous le disais, nous avons conscience que le dossier Concorde est bon. Mais si, malgré cela, la décision devait être négative, il est bien évident que nous réagirions. Et il est bien évident aussi
que nous continuerions à défendre le Concorde comme nous le faisons depuis 14 ans à présent. Et vous Comment aussi, réagirons-nous? Eh bien, nous le définirons en temps voulu, si nécessaire. Et vous, Monsieur Piquet, vous disiez tout à l'heure en sortant de l'ambassade des États-Unis que vous aussi vous réagiriez. De quelle façon? Je serai un peu plus net que Monsieur le ministre. Évidemment, les travailleurs l'ont déjà dit par la bouche de leurs responsables syndicaux. Il y aurait une réaction immédiate des organisations syndicales que nous soutiendrions, à savoir le boycott des avions des compagnies américaines atterrissant et décollant des aéroports français. Il est évident qu'il y aurait une intervention rapide. Donc au moins sur le point de la protestation et de la défense du Concorde, vous êtes d'accord avec le gouvernement? C'est une action, on pourrait dire, de caractère national. Écoutez, je vous laisse la paternité du propos. Je ne suis pas un ouvrier de la 11e heure en la matière. Comme tous les autres communistes, c'est dès le départ que nous avons défendu Concorde et pas seulement la veille des élections municipales. Peu de vos militants prendront un jour le Concorde, sans doute, Monsieur Piquet. Est-ce que vous vous battez pour l'emploi dans le Midi-Pyrénées ou pour une question de principe? Je ne sais pas. Pour plusieurs choses. Pour l'emploi dans Midi-Pyrénées, pour l'emploi dans l'aéronautique civile française, pour une branche essentielle de l'économie nationale et pour les intérêts du pays. Et ça n'est pas parce que peu d'ouvriers ou peu de militants prendront Concorde qu'il ne faut ne pas nous battre pour cela. Nous l'avons fait autrefois pour Caravelle, on nous avançait les mêmes arguments. Est-ce que ça ne tombe pas à un mauvais moment, Monsieur Cavaillé, sur le plan politique, puisque nous sommes en période électorale et que c'est une décision que vous n'avez pas voulu à ce moment-là? Je pense simplement que la période électorale dont vous parlez concerne des municipales, qu'il s'agit de la gestion de nos villes, que toutes les municipalités sortantes ont un bilan de gestion et que c'est sur ce bilan de gestion que se prononceront les électeurs. Je vous remercie. Si le sort de Concorde est devenu une affaire nationale de chaque côté de la Manche, on ne peut pas dire qu'il émeuve particulièrement les Américains. Ces cousins-là ne paraissent pas tellement sensibles ni aux conséquences politiques ni aux conséquences économiques que pourrait avoir un non à Concorde. Pour les Américains, la décision qui sera prise jeudi au sujet du Concorde, quelle qu'elle soit, ne pourra apporter que des ennuis. On se rend bien compte ici, en effet, que le Concorde, pour être rentable, doit pouvoir se poser à New York, et on prend au sérieux les menaces de représailles de la part des Français et des Britanniques si la décision était négative. Or, l'opinion quasi unanime ici est que cette décision sera non. À cela, deux raisons. D'abord, même si la Port Authority de New York, propriétaire de l'aéroport de Kennedy, acceptait de lever son interdiction, le gouverneur de l'État du New York, Hugh Carey, y opposerait très probablement son veto. Carey, qui n'a jamais caché son opposition au supersonique franco-britannique, a besoin des voix anti-Concorde pour espérer être réélu l'année prochaine. Ensuite, dès le premier atterrissage du Concorde à New York, la Port Authority aurait à faire face à une véritable avalanche de procès en dommages et intérêts de la part des riverains de l'aéroport, qui arguent que le bruit du Concorde ferait baisser la valeur de leur maison. Pourtant, si l'avenir immédiat paraît donc très sombre pour Concorde, tous les Américains avec qui j'en ai parlé se disent convaincus qu'un jour ou un autre, il faudra bien que Concorde atterrisse à New York. Est-ce là une manifestation du protectionnisme américain? C'est une grande question. Que fera la France? Que fera l'Europe? Ce sera le thème du grand débat que vous propose le magazine d'Antenne 2, mercredi soir, à l'heure que vous connaissez, en direct avec nous, Monsieur François Sérac, des reportages sur les États-Unis en direct également Toulouse, et une enquête réalisée par Philippe Sassier au Japon. Il vient de rentrer. Sur le plan politique, l'affaire Concorde a déjà provoqué un certain nombre de remous, Noël Copin. Oui, ça a déclenché une belle effervescence puisque ça tombe, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en pleine campagne des municipales. Tous les partis politiques prennent position tour à tour, tous sont d'accord, soutiennent Concorde avec plus ou moins de vigueur. Il y a ceux qui sont fiers d'avoir soutenu Concorde les premiers, il y a ceux qui essaient de faire oublier qu'ils ont pris Concorde, si l'on peut dire, en plein vol. Alors le problème maintenant est de savoir ce qu'il faut faire, et après l'effervescence il y a l'embarras. Finalement personne ne sait très bien quels moyens possibles employer ni jusqu'où aller pour faire pression sur les États-Unis. Quelles conséquences cela peut-il avoir? Eh bien si c'est un oui, ce sera bien sûr une belle victoire pour le gouvernement et finalement tout le monde s'en réjouira. Si c'est un non, il y aura des critiques, on reprochera au gouvernement de ne pas avoir été suffisamment ferme ou de ne pas avoir pris position suffisamment tôt. Mais je pense que le principal, et beaucoup d'hommes politiques le pensent et l'espèrent, c'est le choc qu'il y aura dans l'opinion publique française. Beaucoup d'hommes politiques pensent que ce choc sera suffisant pour qu'il y ait une prise de conscience que les Français, peut-être les Européens, découvrent ce qu'est le réalisme américain et que pour les Américains, finalement, l'intérêt passe avant la solidarité. Je vous remercie. Les municipales,
Les Lyonnais vont voter dimanche, comme la plupart des Français, mais pour la première fois depuis la mort de Louis Pradel. Depuis une vingtaine d'années, on avait l'impression que les Lyonnais laissaient faire, qu'ils faisaient entière confiance à leur maire, reconnu par tous comme un bon gestionnaire. Louis Pradel n'est plus, et dimanche, il leur faudra choisir entre la continuité et le changement. La nature trouve mal son chemin à Lyon, entre les temples de béton de la Part-Dieu et les autoroutes urbaines. Les Lyonnais sont parfois pris de vertige lorsqu'ils prennent le temps de mesurer le chemin parcouru, qui fait de leur ville l'une des mieux équipées d'Europe. 2 Lyonnais sur 3 se disent satisfaits de la municipalité sortante. Mais aujourd'hui, dans la 2e ville de France, on rêve de moins de gigantisme, de plus d'harmonie quotidienne. C'est avant tout à cet espoir que chaque candidat s'efforce de répondre. Francisque Collomb d'abord, 66 ans, sénateur et maire de Lyon. Francisque Collomb se dit volontiers l'héritier moral de Louis Pradel. Ça se démolisse. Non, mais on va voir ça. Je vais m'en occuper. Bon, merci monsieur le maire. À la tête de liste rajeunie auquel est venu se rallier l'ancien socialiste Maître Soulier, Francisque Collomb envisage l'échéance électorale du 20 mars avec sérénité. Voilà. Voilà. 35, hein. Un monsieur que Ah, je nom ne de connais Dieu. pas, vous voyez. Eh bien, c'est trop... Les Lyonnais, affirme-t-il, rééliront en nous de bons gestionnaires. Il fait campagne à l'hôtel de ville en travaillant à des dossiers urgents. Cela vaut mieux, poursuit-il, que de s'occuper de problèmes électoraux qui ne se posent pas, on est tenté de dire, qui ne se poseront pas cette année encore. Car si les listes frappées du sigle Pradel se disent apolitiques, la politique est là, présente, et qui frappe à la porte. Avec Jacques Soustel, 65 ans, conseiller sortant et député. Vous dites, c'est un des rares jeux de boules qui reste ici. Il me semble qu'il n'y en a plus tellement. Jacques Soustel faisait depuis de longues années figure de candidat à la succession de Louis Pradel. Du haut de son quartier de la Croix-Rousse, pourtant abandonné par plusieurs de ses fidèles et privé du soutien manifesté à Francisque Collomb par le gouvernement, Jacques Soustel annonce la couleur. Politique, dit-il, cette élection le sera. Le prochain conseil sera hétérogène. Cela aura au moins le mérite de réveiller les Lyonnais et leurs élus. En somme, il s'agit de tirer de sa léthargie une ville où 51% des électeurs s'étaient abstenus aux dernières élections municipales de 1971. Alors nous voulons voir la température sur votre marché. La température, elle est vite prise, hein, parce qu'elle est vraiment basse. Les clients sont pas très nombreux. Vite, avec tout le chômage qu'il y a, il ne faut pas se faire d'illusions. Élection politique, la gauche le clame aussi. Elle est unie à Lyon et pleine d'espérance. C'est un avocat de 50 ans, Claude Bernardin, socialiste, qui emmène les candidats du programme commun. Ils espèrent cette année profiter du vent qui pousse la gauche dans la région Rhône-Alpes et pour la première fois depuis 1965, ils peuvent espérer entrer à la mairie. Les chiffres nous sont favorables dans 2 arrondissements, dit-on chez Maître Bernardin, et, ajoute-t-on chez les communistes rassemblés autour de René Chevalier, les candidats d'union peuvent obtenir de bons résultats dans 2 autres secteurs. Mais il y en a 9 à Lyon, et après une longue absence, 77 ne sera au mieux que l'année du retour. Dans cette confrontation où le mieux vivre est le slogan à la mode, le vert est à l'affiche. Les sondages donnent globalement 11% d'intention de vote en faveur des listes Lyon Écologie présentes partout, mais en l'absence de sondages secteur par secteur, rien ne permet de prédire que les écologistes seront, ici ou là, en position d'arbitrer un éventuel second tour. Y aura-t-il une surprise le soir du 20 mars? Ce n'est guère probable. Chacun pressent que Francisque Collomb retrouvera son fauteuil de maire. Cela signifie-t-il, comme le maire sortant l'affirme, que l'apolitisme, érigé en institution par son prédécesseur, a encore de beaux jours devant lui à Lyon? C'est difficile à dire et l'ombre de Louis Pradel plane encore trop sur la ville pour que le prochain scrutin permette réellement d'en juger. Fessenheim fonctionne. La nouvelle génération de centrales nucléaires françaises est née cette nuit en Alsace. La centrale de Fessenheim a été mise en route à 5 heures du matin. Quelques heures plus tard, elle commençait à fournir de l'énergie, et cela en dépit de difficultés techniques et de manifestations. Fessenheim. Fessenheim, sur le bord du Rhin, entre Mulhouse et Colmar. Cette centrale nucléaire, la première de la nouvelle génération, est entrée en fonctionnement cet après-midi avec 21 mois de retard. Les barres de contrôle plongeant dans les 80 tonnes d'uranium enrichi du cœur du réacteur ont été relevées lentement, libérant ainsi pour la première fois de l'énergie nucléaire. Ce réacteur est conçu selon un modèle américain. Il a été choisi par EDF pour son programme nucléaire en remplacement des réacteurs de la filière française abandonnés.
Cette mise en service est donc importante car elle prélude à celle de nombreuses autres centrales du même type. Le démarrage d'un second réacteur à Fessenheim et de 2 réacteurs à Bugey sur le Rhône sont prévus en un peu plus d'1 an. Mais pour l'instant, Fessenheim 1 est encore en période de rodage et d'essai. Ce n'est que dans un mois environ que la vapeur produite par la chaleur nucléaire entraînera la turbine qui enverra alors ses 900 MW d'électricité sur le réseau national. Ouvrez-nous la porte, c'est un peu le message que M. Mário Soares, le Premier ministre du Portugal, a remis aujourd'hui au président de la République française, M. Giscard d'Estaing. Le numéro 1 du Portugal est à Paris pour plaider en faveur de l'adhésion de son pays au marché commun et il ne s'en cache point. Merci M. Soares d'être en direct avec nous. C'est une tournée en Europe que vous commencez par Paris pour rapprocher le Portugal du marché commun. Dans quelles dispositions avez-vous trouvé le président français et les dirigeants français? Je l'ai trouvé très bien, je peux dire. Ils m'ont manifesté beaucoup de compréhension et même d'appui pour notre option européenne. Alors, je m'attendais bien sûr à qu'il y existait et qu'il me soit posé des difficultés parce que la situation est en elle-même très difficile, mais j'ai rencontré l'amitié et la compréhension de la part du président de la République et du gouvernement français que je m'attendais à rencontrer. Quel serait le type de rapport que vous auriez le Portugal avec l'Europe? Bien, nous voudrons être un membre à part entière de la communauté européenne. Et nous avons dit que nous sommes un pays européen. Et après 5 siècles dans lesquels nous avons été toujours mis et misés sur l'Afrique et sur le monde, nous retournons à l'Europe comme un pays européen que nous sommes. Et pourquoi avez-vous commencé par la France, M. Soares? Bien, je suis dans le 2e tour de cette visite aux capitales des 9 et j'ai commencé naturellement par la France parce que la France est un pays qui a une vieille amitié avec le Portugal et un pays aussi qui accueille énormément des Portugais. Nous avons là 800 000 Portugais. Et M. Giscard d'Estaing a toujours manifesté un intérêt spécial pour le Portugal. Vous avez dit tout à l'heure, M. Soares, que la situation était difficile au Portugal. Est-ce que le régime actuel que vous dirigez est stable ou est-ce que, à votre avis, enfin, ou à l'avis de ceux qui vous critiquent, comme même M. Cunhal chez vous, n'est qu'une étape entre la révolution et peut-être le retour à la droite au pouvoir? Non, vous savez que je ne dirige pas un régime, mais seulement un gouvernement, que c'est le gouvernement constitutionnel. C'est le gouvernement qui a maintenant la confiance du président de la République, élu librement pour tous les Portugais, et aussi de l'Assemblée de la République. Mais notre gouvernement, dans ce cas de l'Europe, il a aussi l'appui des partis de l'opposition, sauf précisément le Parti communiste portugais. Vous vous en accommodez bien? Mais très bien. Mais très bien. Je pense que le gouvernement portugais est dans une situation solide et que nous avons institutionnalisé la démocratie à tous les niveaux. Nous venons d'avoir en décembre dernier les dernières élections pour les municipalités. Monsieur Soares, la dernière question. Quelle est, à votre avis, la principale qualité qu'il faut pour tenir au Portugal entre l'extrême droite qui ne désarme pas et M. Cunhal qui vous fait quelques misères parfois? Vous savez, le problème, c'est maintenir la démocratie. Et nous sommes là en train de lutter pour institutionnaliser cette démocratie, pour la maintenir. Pour cela, nous devons avoir une stabilité économique que nous recherchons avec des mesures que nous avons prises récemment, d'austérité, mesures quelquefois impopulaires, mais nécessaires pour redresser la situation du Portugal du point de vue économique. Et la qualité personnelle, je voulais dire. Quelle qualité personnelle? Faut-il pour tenir de la volonté, de la patience? Il faut du courage, de la patience et aussi de la volonté, bien sûr. Je vous remercie. Vous rejoignez vos invités à l'ambassade du Portugal à Paris. Merci beaucoup. Les combats ont repris au Liban cette fois, entre Palestiniens eux-mêmes, entre ceux qui refusent toute solution négociée au Proche-Orient et les autres. À Nabatieh, dans le sud du pays, les combats de rue auraient fait 25 morts.
Il y a des survivants sous les ruines de Bucarest. Les sauveteurs ont réussi à en trouver 3 aujourd'hui et cela leur a redonné du courage et de l'espoir. Mais il faut aller vite. Cela fait maintenant 3 jours que la catastrophe s'est produite. Bernard Pradino vous l'a raconté. Elle aurait fait environ 4000 morts et 80 000 blessés. Dans les ruines de Bucarest, 3 jours après le début du séisme qui a ravagé la Roumanie, les sauveteurs continuent à rechercher d'éventuels survivants. Les équipes de secours sont aidées par des chiens spécialement dressés à détecter les signes de vie dans les décombres. Le dernier bilan officiel fait état de 580 morts, dont plus de 500 à Bucarest. Il ne s'agit là que d'un chiffre provisoire. La presse autrichienne avance même le chiffre de 4000 victimes. Un fonds d'assistance a été constitué par le gouvernement roumain afin de venir en aide aux sinistrés et de permettre la reconstruction des logements détruits. 60 chefs d'État représentant 500 millions d'êtres humains, le premier sommet arabo-africain s'est ouvert aujourd'hui au Caire. Son objectif, établir une coopération active entre producteurs de pétrole, c'est-à-dire les pays les plus riches du monde, et les pays africains dont 28 figurent parmi les plus pauvres de la planète. Les Africains souhaitaient obtenir une aide estimée à 12 milliards de francs pour les 5 prochaines années. Principal bailleur de fonds, l'Arabie saoudite accordera 5 milliards de francs. Les Arabes s'engagent également à soutenir la lutte contre les régimes d'Afrique du Sud et de Rhodésie. Et le président égyptien Sadat a d'ailleurs annoncé une aide financière au mouvement de libération africain. Parlant de solidarité, il a rappelé la rupture des pays du continent noir avec Israël depuis la guerre de Kippour en 1973. La réunion du Caire coïncide avec la rencontre Carter-Rabin à Washington. Le Premier ministre israélien précède de peu aux États-Unis les chefs d'État des 3 pays arabes du champ de bataille, Syrie, Égypte, Jordanie. Avec le nouveau président américain, M. Rabin étudiera une formule de compromis pour permettre la reprise de la conférence de la paix à Genève. Rostropovitch a 50 ans. Et comme il est étrange, ce génial violoncelliste soviétique, il n'attend pas de cadeaux, même pas de ses amis, il les fait. Pour son 50e anniversaire, Rostro a décidé d'offrir une série de concerts de bienfaisance dans le monde entier. Il est à Paris. Après-demain, il jouera avec l'orchestre de l'Opéra de Paris au profit de la Fondation Claude Pompidou sous la direction de Peter Mag. Rostropovitch répétait ce matin un concerto de Haydn au Palais Garnier. Maître, quelle impression ça vous fait d'être sur les toits de l'Opéra de Paris, d'avoir Paris à vos pieds? Какое впечатление у вас, когда вы стоите на крышах Парижа и имеете весь Париж у ваших ног? Даже в этом случае я всегда себя чувствую в ногах у Парижа. Même dans ces cas-là, je me sens moi au pied de Paris. Encore une fois.
Fais attention. J'ai l'impression que pour vous, le violoncelle est une femme. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez? Да, в общем, это правильно. Dans l'absolu, c'est vrai. Но тем не менее, нужна женщина настоящая тоже. Mais néanmoins, on a besoin d'une vraie femme. Да, но не деревянная. Oui, mais pas en bois. Il est incomparable, Rostro. La météo, encore des températures agréables sur la plus grande partie de la France, par exemple 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Bordeaux, 21 à Pau et à La Rochelle au début de l'après-midi, mais des nuages plus abondants, aussi quelques pluies dans l'ouest. Demain, après la dissipation des brouillards, les éclaircies seront en général assez belles et les températures encore élevées. On notera cependant quelques ondées éparses, d'une part sur les régions de l'Est, d'autre part sur le sud de la Bretagne. Voilà pour les principales informations de la soirée. À 23h, les nouvelles de Jean-Claude Mangeot. Merci de rester avec nous. À demain. Bonsoir.